suis Valérie Plantard de l'ARIA Hauts-de-France et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui donc avec toute l'équipe de l'ARIA. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la digitalisation des entreprises et en fait, les experts qui interviennent vont vous expliquer qu'il faut pas en avoir peur, mais surtout qu'il faut pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'intituler ce webinaire « Forger votre conscience numérique pour gagner en compétitivité ». Il s'agit de garder du bon sens économique. Donc pour l'organisation, on est ensemble jusqu'à 10 heures. Moi, je vous invite à rester jusqu'au bout parce qu'on a prévu de faire un tirage au sort à la fin de la séance pour vous faire gagner quelque chose. Voilà, alors les trois experts d'aujourd'hui, alors je les laisserai se présenter un peu plus en détail chacun s'il le souhaite au moment où nous prendrons la parole. Mais donc on a autour de la table Marie-Christine Moretti, donc, qui est PDG de Sésame Expertise. Alors Sésame Expertise, c'est une société qui vous accompagne dans le passage à l'industrie 4.0 sur les problématiques liées à la qualité, la métrologie et la cybersécurité. Donc c'est Marie-Christine qui interviendra en premier. Viendra ensuite Pierre Mention, pardon, qui est directeur technique de Ma Solution IT. C'est une entreprise soissonnaise avec une équipe très dynamique qui propose des services informatiques à 360 degrés et du conseil pour la transformation numérique. Et enfin, viendra Clémence Kelteux, qui est co-gérant de l'entreprise ITCS. ITCS, c'est une entreprise qui accompagne les entreprises dans la sécurisation de leur système d'information. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques rappels techniques. Le webinaire, si je ne dis pas de bêtises, il est enregistré. Les micros sont coupés pour éviter tout parasitage. On a prévu un temps d'échange à la fin, à l'issue des interventions, mais néanmoins, vous pouvez utiliser le chat. Alors moi, je ne pense pas que je vais pouvoir le voir parce que sur mon écran, c'est très réduit, mais je compte sur mes collègues pour récupérer les remarques et les questions. Voilà, écoutez, je vais céder la parole à Marie-Christine qui va commencer donc en nous rappelant quelles sont les bonnes pratiques distillées par les normes et requises par l'industrie 4.0. Donc moi, je vais faire timekeeper. Hein. Marie-Christine, peut-être que je te couperai pour qu'on tienne le timing. Merci Valérie, bonjour à tous. Donc je suis PDG de la société Sésame Expertise. Donc on accompagne, on audite et on forme en fait nos clients sur la partie qualité, la partie métrologie et la partie cybersécurité. Donc on est vraiment dans l'industrie et notre volonté c'est vraiment en fait de monter en compétences et d'accompagner nos clients pour être résilients face aux problématiques en fait de cybersécurité qui sont d'emblée dans l'industrie 4.0. C'est ce qu'on va voir en fait lors d'un cas concret et d'un cas pratique sur ce qui se passe au niveau de l'industrie 4.0. Alors un point sur la normalisation, hein, donc sur l'industrie 4.0, pardon, la cybersécurité. La normalisation, c'est une stratégie pour l'entreprise hein, qui va permettre de défendre ses intérêts et de montrer son savoir-faire, de sécuriser des choix stratégiques, d'aider à comprendre et anticiper des futures règles de marché, augmenter une compétitivité, offrir l'accès à un réseau et de nouveaux clients, accroître une performance et renforcer l'image et la marque de confiance en fait de l'entreprise. Mais la normalisation, c'est également en fait donc pour l'entreprise, mais pour les marchés, parce que ça permet en fait d'augmenter les parts de marché, de structurer les marchés en fournissant des règles du jeu et donc en parlant tous de la même chose, de faciliter des échanges commerciaux, donc aussi bien au niveau national qu'international, faciliter l'accès à des marchés publics, puisqu'en fait on répond concrètement par rapport à des standards et on facilite des choix de produits et développe des marchés en fait réduisant des entraves qui pourraient être sur les échanges commerciaux. Au niveau les enjeux de la normalisation, donc on peut avoir une certification qui n'est pas finalement obligatoire. Pour moi, la qualité, c'est déjà les bonnes pratiques. La certification, c'est un plus, mais on peut très bien en fait avoir une certification ISO 9001 et ajouter dans sa certification ISO 9001 un certain nombre en fait de normes sur lesquelles on va se référer, notamment en termes de cybersécurité ou en termes de filière. Donc on va pouvoir certifier des produits, certifier des services, certifier des personnes ou un système de management. Et la certification de personnes, c'est ce que l'on fait, nous, avec l'AFNOR, AFNOR certification et AFNOR compétences, pour, notamment en termes de métrologie et en termes de cybersécurité.
Donc, l'ISO 9001, donc surtout depuis 2015, l'ISO 9001-2015, a été basé en fait sur l'analyse des risques et l'ISO 31000. Des exigences supplémentaires au niveau de l'IATF, donc 16949, ont été de demander en fait en plus de toutes les analyses de risque de la 31000 de mettre un plan d'urgence. Il se trouve qu'en avril 2021, donc on arrive au bon moment par rapport au webinaire, il y a eu en fait une précision des exigences dans ce plan d'urgence avec une application en juin 2021, donc aujourd'hui. Et dans ce plan d'urgence, il est clairement inscrit pour la première fois les notions de cyberattaque contre le système de technologie de l'information, mais également les organisations qui doivent tenir compte d'une possibilité d'un cyber-impact ou une cyberattaque, y compris en termes de ransomware. Donc, pourquoi un plan d'urgence? Le plan d'urgence veille à ne pas mettre en péril, en fait, le client final sur une perte de compétitivité et un arrêt de chaîne, notamment. Donc, aujourd'hui, clairement, il est annoncé, la couleur est annoncée sur la cybersécurité pour pouvoir se protéger et sécuriser, en tout cas, tous ses actifs. Alors, la cybersécurité est un gros mot. Aujourd'hui, on en entend tous les jours. Les attaques, on les entend tous les jours. Ce n'est pas nouveau pourtant. Hier, c'était inclus directement en fait, dans l'intelligence économique. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité, donc complètement déconnecté de l'intelligence économique. Alors, attaquer, on y sera tous. Personne ne peut dire que même avec les meilleures sécurisations au monde, il ne sera jamais attaqué. Par contre, on peut très bien renaître immédiatement en étant résilient. Et c'est l'enjeu, en fait, des normes de management du système d'information que peuvent être la 27000, 27001, 27002, donc sur le système de management de la sécurité de l'information, dont mes collègues vont vous parler un peu de comment sécuriser, en fait, votre système d'information. Et une des normes importantes que vous pouvez intégrer directement en fait, dans votre IATF 16949, c'est la 27005, qui est la norme en fait, de la gestion des risques liés à la sécurité de l'information. Donc, cette norme est importante puisqu'elle va vous permettre en fait, de pouvoir pousser votre analyse de risque qui est réalisée aujourd'hui au sein de votre système de management pour y intégrer en fait toute la partie de la cybersécurité dans son ensemble, aussi bien au niveau du social engineering qu'au niveau des risques techniques ou des risques de ransomware, etc. La 27701 a une particularité, c'est qu'elle prend en compte en fait le RGPD, donc la partie réglementaire. On est fortement lié en fait avec le RGPD, avec la cybersécurité. Il n'y a pas vraiment en fait, c'est vraiment pour eux parce que vous devez garantir en fait les données personnelles et les données sensibles que vous possédez dans l'entreprise. Et pour pouvoir garantir en fait ces données sensibles, vous devez aussi sécuriser vos bases de données. Donc par du chiffrement par exemple, mais c'est très fortement lié en tout cas aux normes de management de la sécurité. Donc la 27701, c'est une norme en fait qui est sortie en fait en 2019, sur laquelle on est certifié et qui, pour moi, est la principale à mettre en œuvre, qui vous permet de répondre et à la partie réglementaire et à la partie en fait cybersécurité et analyse des risques de la 27005. Ensuite, vous avez la continuité d'activité qui est importante parce qu'en cas de cyberattaque, comment vous allez continuer à travailler, comment vous allez récupérer vos sauvegardes. Donc, je pense que les intervenants, donc mes collègues, vous parleront effectivement des bonnes pratiques en termes de sauvegarde. Voilà, donc la 22301 est une norme également de référence pour pouvoir revivre, renaître, être résilient après une cyberattaque. Donc, au niveau de la normalisation, quels peuvent être les avantages en fait, du management de la continuité de l'ISO 22301 ça va être en fait d'identifier et de gérer en fait toutes les menaces actuelles et futures. Donc, on rejoint l'analyse de risque, telle que de la 27005. On va suivre une approche proactive, donc pour minimiser l'impact. Donc, on va pouvoir en fait gérer aussi une notation par rapport aux risques avec leur potentialité de
connaissances en fait au sein de la structure. On va maintenir en fait les fonctions essentielles pour pouvoir ne pas fermer l'entreprise en cas d'attaque. Et on va minimiser comme cela, en fait, tous les temps d'arrêt, les incidents, et surtout, par rapport au client final, ne pas mettre en péril, en tout cas, une filière ou le client lui-même. Et surtout par rapport à ces appels d'offres sur lesquels on a un certain nombre, en fait, d'engagements importants. Donc, la transformation digitale et la cybersécurité est complètement liée. En fait, la transformation digitale, c'est la clé de voûte de la transformation, de la cybersécurité, pardon, et la clé de voûte de la transformation digitale. C'est un capital confiance numérique des entreprises et des institutions. Et grâce à elle, en fait, on va pouvoir inventer le monde de demain en étant protégé. Donc, dans le digital comme dans la vie, quand on s'ouvre, eh bien, on s'expose. Donc, hier, le système d'information, en fait, était complètement cloisonné. On avait d'un côté le système d'information administratif et de l'autre côté, le système d'information, en fait, industriel. Aujourd'hui, avec la volonté, en fait, d'ouvrir l'entreprise et d'avoir une hyper-connectivité, on a ouvert tous ces réseaux. Et quelquefois, ces réseaux ouverts n'ont pas été protégés, n'ont pas été sécurisés et sont complètement poreux. Ce qui veut dire que via la comptabilité, on va pouvoir aller attaquer le système, en tout cas industriel, ou inversement, du système industriel, on va pouvoir remonter jusqu'au RH ou la comptabilité pour pouvoir en fait aller chercher des informations capitales qui permettront en fait de gagner de l'argent. Parce qu'un hacker, sa première ambition, c'est effectivement de gagner de l'argent. Donc, aujourd'hui, on est interconnecté. Donc, on va trouver, premièrement, le cloud sur lequel on va faire en fait des sauvegardes, notamment, de la communication mobile. Chacun a un ordinateur connecté, un ordinateur portable connecté ou un téléphone portable. On va avoir des cafetières connectées, on va avoir des caméras connectées, on va avoir des IoT, donc c'est des capteurs professionnels, industriels qui vont être connectés avec toute une partie d'automates, des robots, etc. Et chaque interconnexion va avoir une collecte en fait d'informations, des traitements de données, et à chaque fois c'est une source potentielle en fait de cyberattaque. Donc la sécurité est importante et la transformation digitale et la cybersécurité, c'est que sans confiance, on n'a pas de transformation digitale et sans cybersécurité, nous n'avons pas de confiance. Donc on ne décrète pas une confiance, mais elle va se mériter par des preuves. Donc, le risque majeur des systèmes d'information, c'est l'Internet et les nouvelles technologies qui modifient et qui améliorent notre quotidien. Mais pas que, parce qu'en fait, la cybersécurité, on parle beaucoup de protection en fait, du système d'information en parlant d'informatique, mais on a tous en fait des dossiers papier chez soi. On a tous des calepins, des informations sur papier qui sont au sein de l'entreprise, qui doivent également, eux, être protégés. Parce que par le social engineering, ces papiers peuvent sortir aussi de l'entreprise. Donc, la protection des données est quotidienne et elle est souvent mise à mal par manque de compréhension en fait, du RGPD, de la réglementation RGPD, et puis par les risques en fait, de la multiplication des points d'entrée qui sont exploités par des pirates via, par exemple, une caméra connectée ou un Wi-Fi qui n'est pas protégé. Donc, les risques du système d'information sont considérables puisqu'ils ils peuvent attaquer vos données clients, donc toute la partie des données personnelles, des adresses mail, des coordonnées bancaires, donc là c'est des données sensibles. La propriété intellectuelle, si vous avez des brevets, votre site internet peut être le lien ou l'objet en tout cas d'attaque s'il n'est pas non plus protégé. Et attention, sur le site internet, vous avez un certain nombre de règlements qui sont en lien avec le RGPD que vous devez mettre en œuvre, notamment par rapport en fait aux cookies. Et aussi si vous collectez en fait des informations via un formulaire de contact sur votre site internet. Les données collaborateurs, bon, effectivement, on connecte par rapport à un collaborateur ses informations fiscales, ses informations matrimoniales,
savoir combien d'enfants il a, notamment dans les collectivités, hein, où ils ont un supplément de rémunération par enfant, etc. On va avoir en fait des objets connectés, donc jusqu'au produit qu'on est en train de fabriquer, qui va être par exemple un véhicule autonome ou des robots avec des IoT, etc. La totalité des informations confidentielles, donc la partie comptabilité, la partie en fait du savoir-faire industriel, etc. Les ressources financières, bien entendu, puisque c'est la première source d'attaque, c'est de récupérer en tout cas les ressources financières de l'entreprise. Les installations industrielles avec les outils de production et la partie logistique, parce que si vous ne pouvez plus livrer, vos clients, ça va être aussi une problématique au niveau de la chaîne, des sous-traitants et du client final. Donc, 90% des incidents de cybersécurité sont provoqués par les collaborateurs. Je vous rassure, ce n'est pas volontaire, mais par manque de connaissances. Donc, ils sont peu ou mal sensibilisés au risque et ils peuvent avoir des comportements donc à l'origine de la cybersécurité qui peuvent poser en fait des problèmes, notamment dans le cas de phishing ou dans le cas de social engineering, où un collaborateur peut très bien être mis à mal par un hacker qui va se faire passer pour le dirigeant de l'entreprise notamment et qui va demander à faire un certain nombre en fait de transactions, par exemple le comptable. Et sur la peur, sur la panique, les transactions se font. Donc, il est important en fait de sensibiliser, et on en parlera juste après, les collaborateurs et surtout que soit démystifiée la cybersécurité et que les concepts soient bien maîtrisés. Il reste 2 minutes. Eh bien, 2 minutes. Alors là, la révolution industrielle de l'industrie 4.0. Donc, l'industrie 4.0 est née en 2011. Donc, c'est surtout une problématique en fait de ressources humaines et non pas d'objets connectés, puisque l'industrie 3.0 était également connectée. On peut passer en fait les slides. Je vais accélérer un peu les choses. Voilà. Donc, dans la 3.0, il y avait déjà des IoT. L'intérêt en fait de la naissance de l'industrie 4.0 en 2011, c'est surtout la transformation de management qui n'est plus verticale mais horizontale et qui permet aussi de mieux accueillir en fait la génération Z, la génération en fait des étudiants des années 2000 qui eux vont très vite, percutent également très très vite et qui sont plus à l'aise en fait de ce type d'entreprise. Donc, on peut passer sur les points. Donc, il y a plusieurs principes d'interopérabilité. Donc, dans la communication excessive, c'est l'enjeu de l'industriel de faire dialoguer les éléments de l'outil de production. Hein. On passe aussi. On passe la slide suivante. La transparence des informations, donc attention, on va avoir du big data puisqu'on va avoir énormément d'informations, vérifier qu'effectivement les informations soient intègres et que l'on soit en capacité en fait de les traiter. Le troisième principe, l'assistance technique, qui permet donc d'effectuer des tâches désagréables. Donc en fait, l'industrie 4.0 va permettre d'aider l'homme à faire des tâches un peu subalternes pour se concentrer en fait sur le principal métier en fait des collaborateurs. Les capacités physiques à prendre des propres décisions, donc c'est une aide à la décision, mais attention, une décision reste humaine. Et même l'intelligence artificielle, faire attention qu'effectivement la décision reste malgré tout prise avec toute conscience et l'intégrité des données. Donc, un cas concret d'IoT, d'automate. Donc, dans les IoT, en fait, malheureusement, dans des failles de conception des robots, c'est qu'ils n'ont pas été conçus à l'origine, en fait, avec des protocoles de chiffrement qui permettent, en fait, leur sécurisation. Donc, voilà, de là viennent toutes les faiblesses des IoT et qui permettent de connecter en fait à Internet via des machines donc qui fonctionnent en réseau fermé et communiquant avec des langages bien spécifiques qui sont des Modbus, Profibus, des Profinet, mais la considération de la sécurité informatique n'a pas été en fait à l'époque prévue. Donc aujourd'hui, on est en train en fait de vivre un certain nombre en fait de problématiques dans ces industries par manque de sécurisation. Donc pour minimiser les vulnérabilités,
Il est nécessaire d'installer en fait un certain nombre d'éléments que mes collègues de toute façon vont reprendre quand je vois de pare-feu, etc. Mais là, sur la partie en fait SCADA, donc la partie en fait robot, et de bien paramétrer surtout pour éviter en fait une nouvelle faille. Donc, pour conclure, soyons préparés, sensibilisons-nous et jouons, parce qu'un serious game a été développé en fait pour vraiment maîtriser en fait les enjeux de la cybersécurité auprès de l'ensemble en fait des collaborateurs. Et ce jeu est un jeu de cartes, donc ce qui permet d'appréhender en tout cas la cybersécurité de manière hors informatique et de manipuler en fait les concepts. En manipulant les concepts et en verbalisant en tout cas les actions que l'on va faire lors de ce jeu. Donc je vais demander à Christophe de lancer en fait la présentation en fait du jeu et j'aurai encore une petite 30 secondes après. Voilà. Et le tirage au sort, on le fera à la fin de la session. Oui. On n'a pas le son. Et on n'a plus l'image. Face à des cyberattaques de plus en plus nombreuses et complexes, votre organisation affronte un danger permanent, souvent lié à un maillon faible, le facteur humain. Les failles de sécurité exploitées par les attaquants sont dues dans la majorité des cas à une imprudence humaine et provoquent ainsi des incidents d'exploitation, des pertes financières ou encore une dégradation de l'image de marque. Pour s'en prémunir, les organisations les mieux sécurisées réservent une place importante à la sensibilisation des collaborateurs. Ainsi, les sciences humaines et les neurosciences nous révèlent que c'est dans le jeu que réside le mode d'apprentissage le plus efficace, car il réunit le plaisir, les émotions et l'attention du sujet apprenant. Cyber Wargame met vos collaborateurs en situation et leur fait vivre une expérience à la fois compétitive et collaborative dans un contexte d'attaque-défense cyber portant sur les actifs d'une organisation. Il permet donc, dans une ambiance ludique et stimulante, de saisir les enjeux essentiels de la cybersécurité et de sécuriser davantage votre organisation sur le long terme. Voilà, donc par rapport à cette vidéo, donc nous on distribue en fait le jeu Cyber Wargame et on a une licence qui nous permet en fait d'utiliser ce jeu au sein de nos sensibilisations. Le jeu, le voici, donc c'est tout un petit format et je vous propose en fait de le gagner à la fin en fait de ce webinaire par tirage au sort et donc par des mains innocentes qui seront réalisées. Merci Marie. De rien. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Pierre Mention, donc ma solution IT, qui va nous montrer, en s'appuyant sur des exemples concrets, qu'en fait, toutes les tailles d'entreprise et toutes les entreprises sont concernées par les cyberattaques, mais qu'on peut réagir. Voilà. Donc, Pierre, je vous laisse la parole. Allô, allô? Allô? Oui? Ah, ça y est. J'ai un petit problème de retour audio. Excusez-moi. Bonjour à tous. Donc, Pierre Mention, je suis le directeur technique de ma solution IT qui regroupe deux sociétés, Onisis et Oliohost. Nous sommes un acteur majeur dans les Hauts-de-France pour les solutions d'intégration à 360 degrés des systèmes d'information. Nous avons été créés il y a plus de 30 ans et nous travaillons avec beaucoup d'institutions et d'entreprises dans la région. On est résolument orienté sur les missions de conseil et de service. On se veut le partenaire privilégié des TPE-PME en matière de solutions collaboratives, cybersécurité, tout ce qui est la mobilité, l'hébergement, les backups. Et on a une structure de développement web pour tout ce qui est site web, mais aussi applications de dernière génération. On a une petite particularité pour une société de notre échelle. On possède nos deux propres data centers à Soissons, qui répondent aux normes classiques de l'industrie à ce niveau-là.
et nous sommes des fervents défenseurs d'avoir un cloud souverain écologique en faisant des choix technologiques des fois un petit peu différents de nos concurrents pour avoir un moindre impact par rapport à nos métiers sur l'écologie. Après, donc là, sur le sujet du jour, donc les bonnes pratiques, nous, on a fait le choix de prendre 3 cas concrets qu'on a rencontrés dans les 12 derniers mois. Parce qu'il y a on va dire, les cadres les plus connus. On a la fraude du président chez Michelin, les ruptures des chaînes de production de Honda l'année dernière. Mais on va se rendre compte qu'il y a des attaques, des cyberattaques ont lieu toutes les 39 secondes. Ça, c'est une statistique, mais on peut penser qu'il y en a pratiquement tout le temps. Rien que nous, au niveau de nos logs sur les fraudes à la messagerie, les spams, les ransomware qui sont bloqués, on est à des stats qui sont bien plus importantes que ça. Sur les 2 cas, donc là, les 2 plus connus qui sont Michelin et Honda, c'était vraiment un petit clin d'œil à vos activités. Michelin, c'était une fraude au président où le directeur financier a reçu un email du président pour faire un virement pour une société africaine alors que le président était en Afrique et a fait le virement. Sauf que le mail d'origine ne venait pas du président de Michelin. Donc, c'est une des fraudes au président les plus connues, qui est pourtant ancienne, parce qu'elle a déjà plus de 10 ans. Mais il y a déjà 10 ans, ce genre de pratique avait lieu. Après, donc, toutes les sociétés sont concernées pour sa cybersécurité, pour les attaques, avec des impacts financiers plus ou moins à risque, mais on est tous concernés. Et effectivement, la plupart du temps, les failles viennent de l'utilisateur, involontairement, de bonne foi, la plupart du temps. Même des gens formés qui se font piéger. Si on prend le premier exemple, non, alors là, le premier exemple, excusez-moi, je me suis trompé dans l'ordre. Donc là, par contre, sur l'exemple qu'on a cité en premier, c'est un transporteur routier connu dans la région, un chiffre d'affaires de 30 millions et c'est un nombre de salariés de 200 personnes. Son infrastructure était une infrastructure assez classique. C'était tout un environnement en mode virtualisation, tous les serveurs, avec une analyse de risque au niveau physique des bâtiments qui avait été faite, où toute l'infrastructure était répliquée sur un second site, sur un bâtiment voisin séparé par une route. Donc, au niveau sécurité physique, ils avaient bien fait l'étude, mais à un moment donné, ils ont ouvert une porte via ce qu'on appelle un serveur FTP, donc un serveur de transfert de fichiers interne à la société, qui n'était utilisé que par 2 personnes dans la société, dont le responsable informatique. Et le responsable informatique était entièrement connecté sur ce serveur de fichiers. Via un cheval de Troie, les hackers sont rentrés, ont pris la main sur le poste du responsable informatique et ont testé en plusieurs vagues la résilience du client. Première vague, ils ont crypté une partie des serveurs, une attaque qu'on appelle maintenant classique, avec une demande de rançon. Le système était sauvegardé, donc la société qui gérait le système d'information a restauré les données rapidement. En 6 heures, le système d'information était reparti. Mais ce qui n'avait pas été vu, c'est qu'il y avait un spyware qui surveillait toutes les activités à partir du poste de l'informaticien et qui a donc pu repérer toutes les informations techniques des sauvegardes de l'entreprise. Et là, la première attaque avait lieu un mercredi. Et là, durant le week-end, ils ont passé à la seconde attaque où ils ont recrypté toutes les données, se sont connectés sur tous les médias de sauvegarde, parce que c'était pratiquement des médias de type disque, ont effacé les données et, au dernier point, ils ont effacé certains des environnements virtuels. Donc, la société s'est retrouvée sans sauvegarde, sans outils de production, avec des camions à faire rouler, qui ne savaient pas vers où ils devaient partir, et ne pouvant plus prendre de commandes. C'est là où nous sommes intervenus. On nous a demandé une analyse de risque.
et des bonnes pratiques. Au final, ce qui s'est produit, c'est que en accompagnant le client, on a pu faire repartir le client à partir de sauvegardes datant de 2 mois auparavant, qu'il avait conservé sur un média de stockage. Sa compagnie d'assurance a mandaté une société spécialisée sur Paris pour payer la rançon. Donc, ils ont réellement payé la rançon pour pouvoir récupérer leurs dernières données. Dans la finalité, ça a été un temps de rétablissement qui a duré pour pratiquement 3 semaines. Au final, pour retrouver un système fonctionnel et exploitable avec le paiement de la rançon. Alors, comment nous sommes intervenus là-dessus? Donc, nous avons accompagné le client sur vraiment la phase de restauration, sur l'analyse de risque. Et là, très clairement, ce que nous, on a fait ressortir, c'est que le client ne maîtrisait pas son système d'information. C'est sur la slide suivante. Il n'y avait pas d'isolation réellement de son réseau. Dans les bonnes pratiques, normalement, chaque réseau doit être séparé, c'est-à-dire qu'il doit y avoir le réseau des postes de travail, le réseau des serveurs, et surtout, celui qui doit être le plus isolé, c'est le réseau des sauvegardes et d'accès à tout ce qui est médias de stockage. Donc, c'est très clairement à ce niveau-là que nous sommes intervenus. Nous avons fait donc une première analyse du réseau aussi. Nous avons découvert qu'il y avait aussi des failles dans le paramétrage de leur connexion Internet et l'utilisation d'un antivirus d'ancienne génération qui ne faisait pas du tout d'analyse sur tout ce qui était ransomware. Donc là, très clairement, on est parti sur une solution Sophos, qui est une solution synchronisée, c'est-à-dire que les antivirus communiquent avec le firewall. Et donc, dès qu'ils détectent une attaque ou un comportement douteux, le poste est directement isolé du réseau. Voilà, donc isoler les terminaux infectés, restreindre les connexions Wi-Fi, parce que Sophos intègre. Alors, Sophos, c'est une solution vraiment de cybersécurité globale qui intègre à la fois des médias du physique au niveau des firewalls, des bornes Wi-Fi et du soft au niveau de l'antivirus, anti-ransomware avec des analyses en plus heuristiques. Et très clairement, ça a permis de sécuriser, mais derrière, il y a eu vraiment une analyse pour cartographier complètement le système d'information du client. Après, sur l'exemple suivant, c'est une entreprise du BTP qui a, là, très clairement, donc 16 millions de chiffre d'affaires, 120 salariés sur 3 sites. Ils ont chopé là vraiment une attaque tout à fait classique, un crypto-locker, car les utilisateurs utilisaient une messagerie sur laquelle il n'y avait pas d'antivirus, pas d'analyse de pièces jointes approfondie. Un des utilisateurs a reçu un fichier qui était du service comptabilité qui était une fausse facture, a cliqué. Ça a déclenché tout le mécanisme des crypto-lockers et ça s'est produit en plus un week-end, donc le temps de réaction des utilisateurs a été assez long parce que la directrice financière travaillait avec son comptable un samedi en fin d'après-midi. Ils ont vu qu'après, ils n'avaient plus d'accès à Internet, plus d'accès à certains fichiers, mais ils ne s'en sont pas inquiétés plus que ça parce qu'ils se sont dit, oh, bah, il y a peut-être une maintenance prévue, on n'a pas été prévenu. Donc, ça a tourné tout le week-end et le lundi matin, quand ils sont arrivés, ils se sont retrouvés qu'ils n'avaient plus aucune donnée accessible. Très clairement, là, au niveau des risques, c'était principalement des risques avec des antivirus d'ancienne génération, avec une bonne maîtrise et une bonne sécurisation des fichiers, mais comme c'était l'ADAF qui a réutilisé aussi cette fausse facture, et qu'elle a un panel d'accès très large, il s'avérait qu'elle a pu contaminer beaucoup de choses. Donc, la solution, très clairement, ça a été une restauration rapide de tout l'environnement,
avec deux points de sauvegarde, une sauvegarde locale et une sauvegarde externalisée, et la mise en place d'antivirus de dernière génération. En plus, on s'est rendu compte que l'environnement du serveur chez le client n'était pas sécurisé par rapport à tout ce qui était risque d'incendie et autres, dont on a proposé au client de mettre en place un PRA, donc un plan de reprise d'activité pour qu'il ait une image prête à fonctionner sur un second site. Donc ça, c'était le deuxième exemple. Sur le troisième exemple, donc là, c'est une PME, une entreprise d'électricité générale, qui fait un chiffre d'affaires de 5 millions avec 25 salariés. Dans les 25 salariés, il n'y a que 4 salariés qui sont équipés de postes informatiques, donc vraiment quelque chose d'assez basique. Un réseau poste à poste avec des applications en mode SaaS. Et là, la directrice, a eu un crypto-locker. Et pour la petite histoire, sur ce crypto-locker, la personne cherchait un modèle de contrat de sous-traitance. A voulu se connecter sur le site son syndicat professionnel, s'est connecté, mais le modèle de sous-traitance qu'elle avait trouvé ne lui allait pas, n'avait pas les bonnes informations pour elle, du moins ne correspondait pas à ce qu'elle voulait faire. Donc, elle a tapé contrat de sous-traitance, électricité sur Internet. Elle est tombée sur un site pseudo-professionnel qui arrivait en deuxième dans les moteurs de recherche sur Google, donc juste derrière le syndicat professionnel. Quand vous alliez voir la présentation, tout avait l'air d'être parfaitement officiel. Mais par contre, elle s'est inscrite, elle a téléchargé un modèle de document et le modèle de document s'est avéré être vérolé. L'infection a été très limitée parce que justement les applications étaient en mode SaaS. En grande majorité, il n'y a pas eu de contamination de son hébergement, mais tout son poste s'est avéré cryptoloqué. Et en perte de productivité, donc ça a été relativement limité, mais par contre, elle avait fait tout un travail sur la mise en place des protocoles sanitaires pour le Covid, donc qui correspondait à 2-3 jours de travail qu'elle a totalement perdu parce que c'était en local sur son poste. Donc là, très clairement, les solutions que nous, sur lesquelles on est arrivé, c'était de dire, voilà, le poste changer l'antivirus, mettre un antivirus de dernière génération. Pour information, l'antivirus qui était sur le poste, c'était un Avast gratuit. Donc là, on est passé sur vraiment une solution Sophos Interceptits et avec une solution aussi de backup du poste de travail pour qu'elle puisse retrouver tout son environnement sur une plateforme externalisée. Alors, après, donc... Après, vous êtes arrivé à votre dernière slide. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter ou pas. Non, je suis arrivé à ma dernière slide. Très clairement, voilà, on a voulu vraiment se baser sur 3 cas concrets qu'on a rencontrés dans les... alors maintenant un petit peu plus, mais vu que le dernier, c'était en mars de l'année dernière, mais qu'on a rencontrés récemment et qui sont significatifs vraiment des risques. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut insister sur les formations des collaborateurs pour qu'ils aient qu'ils se posent les bonnes questions quand ils utilisent leur système d'information ou qu'ils se connectent à l'extérieur. Il faut, même si c'est un coût, faire attention aux logiciels de protection qu'on utilise. Alors, nous, on est revendeurs et intégrateurs Sophos, mais il y a d'autres marques qui fonctionnent très bien, mais qui sont de dernière génération, car très clairement, c'est une course aux armements entre les éditeurs et les hackers, et donc il faut vraiment être sûr d'avoir des sociétés qui soient très réactives là-dessus pour bien se protéger. On court tous un risque, on peut tous, même nous, avoir à un moment donné un crypto-locker, parce qu'on a reçu un fichier, qu'on a été moins attentif, mais en ayant une bonne protection et des protections de plus en plus qui utilisent l'intelligence artificielle, ça nous permet de mieux se protéger, car on va être très vite isolé sur le réseau, que ce soit d'ailleurs à distance, en télétravail, ou en local sur les sites de production. Et après, bien maîtriser son système d'information. Il y a, comme disait l'intervenante précédente, il y a eu une démocratisation de l'utilisation de l'informatique
où on est passé de gros systèmes sur la fin des années 80 au système PC, et avec beaucoup d'interconnexions, mais ces interconnexions étaient vues tout d'abord dans une vision d'efficacité. Il fallait très vite pour interconnecter les objets, les ordinateurs, pour pouvoir communiquer et faire une communication la plus fluide. Sauf que on n'a pas gardé les bonnes pratiques des gros systèmes, qui étaient de cloisonner les accès aux informations. Et là, on en revient à ce système-là. Voilà, c'est sur ce point sur lequel je voulais conclure. Je pense que vous faites la transition en fait avec l'intervenant suivant finalement, donc c'est Clémence Kelte d'ITCS qui va intervenir et qui va finalement nous donner, nous montrer quelques bonnes pratiques et bons outils à mettre en place pour avancer sur la sécurisation du système d'information. Voilà. Clémence, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités à ce webinaire. Donc Clémence Keite, je suis co-gérante de la société ITCS, qui est, on va dire, le bébé de deux associés qui ont souhaité associer leur expertise. Donc j'ai 10 ans d'expérience dans les travaux publics et j'ai vu à quel point, et là on vient de le voir au travers de la présentation précédente, eh bien que les risques de cybersécurité pouvaient toucher tout un panel de sociétés, à la fois les plus petites comme les plus grosses. Et fort de ce constat, j'ai décidé de changer complètement de carrière, de me réorienter vers le digital et la cybersécurité. Et donc, j'ai rencontré Bernard Marissal, qui interviendra d'ailleurs par la suite pour exprimer aussi son retour d'expérience et sa vision des choses. Et donc, au travers de cela, nous avons donc créé la société ITCS. Donc, effectivement, ça fait un petit peu peur. On va passer donc sur la slide suivante avec le nombre de victimes. Entre 2018 et 2019, on voit en effet un bond de 214% du nombre de victimes déclarées, j'entends bien déclarées sur le site de cybermalveillance. Bien entendu, ça touche à la fois les grosses sociétés du CAC 40 comme les plus petites structures, car pour rappel, rien de tel que d'attaquer une petite société pour rentrer chez une plus grosse. Donc, en quelques chiffres sur la slide suivante, nous avons constaté que 80% des entreprises ont eu au moins une cyberattaque sur l'année précédente. Donc là, bien entendu, je ne vais pas vous relire tous les chiffres, mais on constate effectivement que pour ces sociétés-là qui ont su monitorer leur système d'information, eh bien, nous avons pu constater que 80% d'entre elles ont eu au moins une attaque. Bien entendu, la plupart et un certain nombre de sociétés ont été attaquées sans même le savoir. Donc ce chiffre, en réalité, est bien plus important. Donc, quels sont les impacts de ces attaques? Bien entendu, on peut avoir un ralentissement de la production, donc une attaque directe du SI de production. Encore faut-il qu'il soit segmenté. Les intervenants précédents l'ont très justement mis sur la table. Il est important de segmenter les réseaux, mais j'y reviendrai par la suite. Ça peut être une indisponibilité d'un site web ou d'une application. Ça peut être des retards de livraison, forcément de la perte de chiffre d'affaires, un arrêt tout simple de la production. Bref, les impacts peuvent être divers et variés et conséquents. Alors, pas de panique, voilà. Après ce constat un petit peu morose et qui fait peur, l'idée, c'est justement d'attraper les bases de la cybersécurité. Donc là, on arrivera voilà, à la slide suivante. Alors, j'aime à dire, voilà, c'est comme une maison. C'est comme quand on vient designer une maison, on fait appel des fois à des architectes, on essaye d'avoir de bonnes fondations pour derrière avoir une maison sans problème. Et bien là, c'est la même chose. Donc moi, j'aime à dire qu'il y a le pilier infrastructure qui est extrêmement important. Forcément, l'aspect data, sur lequel on pourra également s'appuyer pour implémenter des outils métiers. Et bien entendu, autour de tous ces piliers-là, on va mettre une couche de cybersécurité. Donc, quoi faire?
Alors maintenant, c'est la grande question. Donc déjà, dans un premier temps, forcément, ce sera de faire un état des lieux du système d'information au travers d'un audit par une société spécialisée, par exemple nous. Sécuriser l'infrastructure, sécuriser la donnée et mettre en place et sécuriser les outils métiers. Donc bien entendu, encore une fois, l'informatique, c'est bien, mais encore faut-il que l'informatique soit au service du métier. Il ne faut quand même pas le perdre de vue et il faut savoir implémenter les bons outils de la bonne manière. Donc faire un état des lieux, c'est quoi? C'est en premier lieu cartographier l'infrastructure existante. Avec bien entendu la cartographie des données, savoir où on génère quelles données et comment les gérer. Donc ça me permet de rebondir sur les flux métiers qui peuvent exister au sein de l'organisation et de bien entendu lister les outils pour essayer de voir quelle est l'interaction entre ces différents outils en fonction des différents flux métiers pour pouvoir justement permettre de les sécuriser. Ça, c'est la première étape et c'est ultra important, c'est de faire un bon état des lieux. Alors, le pilier infrastructure, mes prédécesseurs en ont déjà pas mal parlé. Je serai peut-être redondant sur un certain nombre de choses, mais je vais aller assez vite. Donc, bien entendu, déjà, c'est d'implémenter un firewall, donc un pare-feu. Donc, c'est un mur entre l'extérieur et le système d'information de l'entreprise. Mais encore faut-il bien l'implémenter, c'est-à-dire qu'un firewall, il va falloir lui mettre des règles qui seront très spécifiques en fonction du type de société, du type d'activité et du type de système d'information. Donc, certes, le firewall est important, mais bien faire attention à bien l'implémenter avec des systèmes, ce qu'on appelle IDS et IPS, qui viennent justement filtrer en quelque sorte le réseau. Je parle également de segmentation de réseau. Mes prédécesseurs en ont également parlé. Il est important de pouvoir segmenter les différents réseaux pour pouvoir calfeutrer d'éventuelles failles de sécurité. Il faut avoir également une culture de patch. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une culture en termes de patch? C'est de bien porter attention à la mise à jour des différents organes du système d'information, à la fois les postes de travail, les appareils mobiles, les serveurs, les différents composants du réseau, puisqu'en fait, ces patchs auront pour but justement de venir résoudre d'éventuelles failles de sécurité qui auront pu être mises en avant. Donc, de manière générale, on constate que la plupart des postes de travail dans les entreprises ne sont pas automatiquement mis à jour. Donc ça correspond à une faille de sécurité. Après, on pourra, bien entendu, implémenter un logiciel d'antivirus, à la fois sur les serveurs, mais également sur les postes de travail, afin de pouvoir… Alors, vous parliez de Avast gratuit. Bien entendu, il y a un certain niveau de qualité d'antivirus à mettre en place également en fonction de la taille de la société. Il en existe un certain nombre sur le marché aujourd'hui, mais la mise en place d'un antivirus est indispensable pour justement éviter toute cyberattaque. Mettre en place un gestionnaire de mots de passe, ça c'est un sujet qui est très important, facile à mettre en place, qui peut être rébarbatif, c'est un changement également de pratique, mais un gestionnaire de mots de passe va permettre justement aux collaborateurs de ne plus avoir à se soucier de ces mots de passe avec les post-it sur l'écran et puis d'avoir le même mot de passe pour tous les différents accès, pour son compte Microsoft, pour le compte sur le serveur, pour son compte Facebook, pour son compte Instagram. Le gestionnaire de mots de passe aura pour rôle justement de se soustraire de toute cette problématique et justement d'éviter et de mettre en place donc une politique de mots de passe avec au minimum 12 caractères, c'est ce que l'ANSSI préconise, alphanumérique avec des caractères spéciaux. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important et
pas forcément très compliqué à mettre en place. Il existe un certain nombre d'outils du type Bitwarden, qui est un gestionnaire de mots de passe qui est gratuit, tout du moins qui a une version gratuite. J'ajoute également à la partie mot de passe qu'il est important d'implémenter l'authentification à double facteur. Ça permet justement au maximum de se prémunir de toute usurpation d'identité. Et puis après, bien entendu, mettre en place une gestion des accès utilisateurs. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de chaque collaborateur, celui-ci aura accès à telle ou telle ressource et d'éviter justement que ce soit, entre guillemets, open bar et que tout le monde puisse accéder à n'importe quelle donnée, ce qui augmente drastiquement le risque derrière du système d'information. Ensuite, on arrive sur le volet data, la donnée. La première étape, c'est bien entendu de chiffrer les disques de chaque ordinateur, de mettre en place également une politique de sauvegarde de ces données. Vous en avez également parlé, donc au travers on pourrait mettre en place de différentes manières de sauvegarder ses propres données. Ça peut être sur un serveur NAS distant, ça peut être dans le cloud, ça peut être les deux, en fonction de la politique, de la taille aussi de la société, des capacités d'investissement. Le but sera de mettre en place au moins une sauvegarde des données et de voir comment on pourra articuler cette sauvegarde et la fréquence qu'on lui attribue. Il sera également important de pouvoir gérer les lecteurs médias externes. Énormément dans les sociétés, on utilise la petite clé USB qu'on a achetée à la maison, on a mis des documents, il reste des photos du week-end dernier, on le passe à notre collaborateur pour pouvoir me filer les plans de la dernière pièce qu'on a à fabriquer. Alors ça, c'est une pratique qui est malgré tout à bannir puisque le risque potentiel de virus est extrêmement important. Donc, il va falloir être très vigilant sur cet aspect-là et donc vérifier très régulièrement. Et ça, un certain nombre d'antivirus, justement, permettent de venir scanner les clés USB pour pouvoir détecter d'éventuels virus ou d'éventuels fichiers qui pourraient corrompre le système d'information de la société. Vous en parliez précédemment, c'est ce qui a été mis en place dans certaines sociétés, c'est des PRA et PCA, donc c'est des plans de reprise d'activité ou de continuité d'activité. En fonction donc, de l'activité de la société, il est important d'avoir un PRA qui permettra de basculer en cas de problème, quel qu'il soit. Ça peut être un problème de cybersécurité ou ça peut être tout simplement un problème de coupure d'électricité, ça peut être un problème de serveur interne, peu importe, disposer d'un PRA permettra d'avoir une continuité d'activité et de ne pas arrêter justement la production. Il reste une minute. Donc, sécuriser les outils métiers, c'est donc implémenter des outils qui vont favoriser le travail à distance du type Microsoft 365 avec les règles que je viens d'évoquer, authentification double facteur, etc., etc. Déterminer la politique de l'entreprise en matière d'installation de logiciels métiers. Donc, encore une fois, l'idée, c'est que on puisse répondre aux besoins métiers avec les bons outils qui seront correctement implémentés dans le système d'information. Une fois qu'on aura bien maîtrisé tous ces aspects-là, on pourra venir justement derrière centraliser les données dans des entrepôts de données, donc ce qu'on appelle des data warehouses, qui nous permettront par la suite, au travers d'outils tels que Power BI, de mettre en avant les différents KPI de la société et ainsi de mieux piloter beaucoup plus facilement et en temps réel son entreprise. Et bien entendu, c'est d'automatiser tous ces flux manuels qui sont récurrents et d'éviter ainsi les erreurs humaines de copier-coller, de j'utilise tel Excel, que je rajoute à tel autre Excel. Le but est vraiment d'essayer d'automatiser un maximum les choses. Donc, pour résumer, la cybersécurité et la digitalisation, c'est quoi? Donc, c'est maîtriser son infrastructure, c'est maîtriser sa donnée et sa qualité, maîtriser les flux de données métiers
pour ainsi les sécuriser et former surtout, et ça vous l'avez à de nombreuses reprises rappelé, c'est former les collaborateurs à l'hygiène informatique. Voilà, je vous remercie. Ok, merci, je suis désolée, je n'ai pas été un très bon timekeeper, on a pas mal passé le timing. Je ne sais pas s'il y a, faut prendre une question quand même, je ne sais pas si parmi les personnes présentes, quelqu'un voulait poser une question. Moi, je vois pas, hein, donc je laisse Christophe, si tu vois quelque chose, tu passes la parole. J'avoue que j'ai vision sur Alors pour le personne. moment, je n'ai pas de questions dans le chat. Alors si certains ont des questions, on va peut-être les laisser écrire dans le chat. En attendant, je propose qu'on passe au tirage au sort, Valérie. Oui, on va faire le tirage au sort parce voilà, il nous reste 5 minutes et je voudrais que ça soit fait quand même avant 10 heures. Donc, tu nous affiches. Christophe a trouvé un logiciel sympa sur Internet, hein, ça s'appelle Plouf Plouf. C'est assez, voilà, enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous voyez mon écran. Donc j'ai ajouté donc, toutes les personnes présentes à ce webinaire. Hop, et on est parti. Plouf Plouf. Je vois pas ce qui s'affiche. Alors c'est Christophe Lesage, si je ne me trompe pas. Qui a été tiré au sort. Christophe Lesage, il est toujours là? Moi, oui. Allô, allô? Alors je vérifie. Et du coup, Marie-Christine, tu peux nous expliquer comment ça va se passer? Alors, en fait, Christophe Lesage, je vais lui donner mon adresse mail pour qu'on se rencontre, pour que je lui remette en fait un jeu Cyber Wargame, que je lui explique comment jouer à ce jeu avec ses collaborateurs et comment en fait il va pouvoir sensibiliser au sein de son entreprise en fait les différents collaborateurs. Impeccable. Et puis en plus, bon, c'est très bien, c'est une entreprise industrielle, on connaît vraiment dans le cas d'école, donc c'est super. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si on n'a toujours pas de questions. Alors moi, j'avais juste une information supplémentaire, c'est que dans les cas d'attaque, il y avait l'assurance qui avait payé la rançon. Alors aujourd'hui, c'est plus possible. Les assureurs ne payent plus les rançons. L'ANSSI a œuvré, l'État a œuvré, et aujourd'hui, il n'y a plus de paiement de rançon par les assurances. Et les hackers, très malins, ont fait une spécialité, c'est de réattaquer les sociétés qui ont été attaquées de ransomware et qui ont payé des rançons, parce qu'ils ont déjà les données. Donc, en fait, ils font des doubles cryptages des données, donc des doubles chiffrements. Et derrière, en fait, ils sont de nouveau réattaqués. Donc attention à ce genre de pratique. Vaut mieux en fait tabler sur des bonnes sauvegardes et la capacité à être résilient et à renaître de soi-même plutôt que de compter sur le paiement d'une rançon. Alors, juste pour répondre aussi à votre remarque, effectivement, il y a une règle qui est en train de passer au niveau des assureurs, mais les assureurs sont déjà en train de prévoir la phase d'après des contournements par rapport aux risques informatiques et aux pertes de production. Donc, ils sont en train de faire modifier leur contrat parce que j'ai justement un client qui m'a soumis ça et je pense qu'on va partir pour quelques batailles juridiques pour quelques années. Donc, parce qu'ils transforment justement ce qui était marqué dans leur contrat avec les risques sur les cyberattaques, le paiement de rançon, par un risque de perte de production estimé par l'entreprise. Alors là, c'est beaucoup plus flou parce que dans le risque de perte de production peut passer justement le paiement de la rançon. Donc là, je sais que les assureurs sont en train de modifier leur contrat dans ce style de contrat. Et je pense que d'ici un mois, l'ANSSI va refaire une nouvelle étude là-dessus et de nouvelles règles. Donc, on est parti pour quelques mois de débat là-dessus, je pense. Un peu de veille à faire, alors. Oui. Il nous reste 1 minute. Bernard, je ne sais pas si vous voulez en profiter peut-être pour témoigner. Il reste très peu de temps, mais si vous arrivez à... Voilà. Alors, juste, je vais compléter très, très vite. Bonjour à toutes et à tous. En fait, juste pour vous parler de mon entreprise
en tant qu'entrepreneur, pas parler de l'informatique, mais vraiment de mon expérience d'entrepreneur. On a créé avec Clément ITCS. Un beau jour, j'ai un gros client à moi qui m'a appelé en me disant Bernard, est-ce que tu es sécurisé? Bernard, en toute confiance, j'ai dit oui, je suis sécurisé. Parce que j'avais un prestataire, parce que j'avais du bon matériel, j'avais mes licences, j'avais mes antivirus. Et parce qu'il me dit, mon gros client, il y a un gros concurrent à toi qui vient de se faire hacker, et ça fait un mois qu'il est bloqué informatiquement, avec un lien sécurisé donc avec mon client. Et voilà, aujourd'hui, est-ce que vous êtes sécurisé? Bon. Et de là, Clément, on se connaît déjà depuis quelques années, et on regarde avec Clément mon infrastructure. Et la première chose que me demande Clément, c'est est-ce que tu connais le mot de passe de ton photocopieur? Et le photocopieur, mon mot de passe est identifiant comme, je vais dire, une majorité des photocopieurs. L'identifiant et le mot de passe, c'est le même. Ça peut être admin-admin. Dans mon cas, c'était ça. Donc l'histoire, c'est vraiment tout le monde peut être attaqué. Il y a déjà des choses assez simples à faire. Voilà, le changer mot de passe sur son photocopieur, ça paraît tellement simple qu'il faut le faire. Parce que l'installateur qui est très bon dans son métier de photocopieur n'est pas bon dans la cybersécurité. Ouais. Et une des questions qu'on pourrait poser, c'est est-ce que les personnes qui sont autour du webinaire est-ce que vous connaissez votre mot de passe de photocopieur? Ça peut poser vite des questions. Je crois que tout le monde va les regarder là, du coup. Écoutez, merci. Il est 10h. On est arrivé à l'issue j'en ai épuisé le temps. Alors, je suis désolée parce qu'on n'aura pas pu prendre de questions et ni échanger avec les participants. En tout cas, on va transmettre à tout le monde la présentation, le contact des intervenants. Donc, vous pouvez les solliciter directement ou passer par nous. Mais il y a moyen d'aller plus loin avec les personnes qui étaient avec nous aujourd'hui. Écoutez, je vais fermer la session. Je vais souhaiter une bonne journée à tout le monde et puis vous donner rendez-vous pour une prochaine fois et un nouveau sujet. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée.